Bonjour à toutes et tous, après ce début un petit peu en fanfare qui a pu nous surprendre. Donc, je suis ravie de vous rencontrer pour cette table ronde intitulée F for Fake, l'industrie de la création à l'ère du faux. Je m'appelle Marie Roussy, je suis chargée de prospective au sein du collectif Making Tomorrow et j'aurai la joie d'accompagner nos intervenantes et intervenants aujourd'hui. Avec nous, nous avons donc Nathalie Birochot de CIO d'IRCAM Amplify, qui est donc une start-up créée par l'IRCAM, spécialisée en acoustique et rattachée au Centre Pompidou. Et vous développez une solution qui vise à identifier... Vous m'entendez bien? Ouais. C'est bon? Là, vous m'entendez mieux? Super. Nous, non. Nous, non. Ah, vous m'entendez pas du tout. C'est compliqué si les intervenants ne m'entendent pas, mais je vais finir votre préparation. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc CIO Amplify qui vise à développer une solution afin d'identifier les musiques générées par intelligence artificielle. Avec nous également, merci Magda Danis, donc de la galerie éponyme et de son spin-off, la start-up Art Transfer. Et vous avez 30 ans de métier. 30 ans de métier. Et du coup, vous avez pu expérimenter sur le terrain toutes ces difficultés vis-à-vis de l'authentification, de la certification des œuvres. Aujourd'hui, vous êtes convaincu de l'utilité de solutions numériques et vous travaillez justement à évangéliser un secteur qui reste très traditionnel sur ces enjeux. On a un écho sur scène, je suis désolée. C'est pas grave. Grégoire Lemarchand, merci. Donc vous êtes directeur adjoint de l'information pour la sécurité numérique. Merci pour la stratégie numérique. Directeur de la communication et de la marque pour l'AFT. Donc AFP, véritable tiers de confiance en termes d'information, en France et même un petit peu ailleurs, de mémoire. Vous avez une activité historique de fact-checking qu'aujourd'hui vous enrichissez notamment pour identifier les photographies, vidéos, peut-être les voix, modifiées ou générées par intelligence artificielle. Enfin, Pierre-Nicolas Hurstel, oui, merci beaucoup. CIO et cofondateur de la start-up Ariani, où vous développez depuis quelques années déjà des solutions de passeport numérique pour les œuvres d'art, pas que, pour les objets de luxe, pour d'autres luxes, et vous avez véritablement à cœur de rebattre les cartes, si je peux m'exprimer ainsi, de nos préjugés en tant que société sur la technologie. C'est ça? Donc merci beaucoup. 4 intervenants, 4 secteurs d'activité différents et pourtant un même enjeu, faire face au faux. J'aimerais commencer par une première question pour lancer nos discussions, de justement se dire quel est un petit peu notre rapport au faux, un rapport profondément ambivalent, notamment vis-à-vis de l'intelligence artificielle, de ces usages qui semblent installés et destinés à durer. Première question, Grégoire Lemarchand. Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, côté média, côté FP, on peut voir ça de deux manières. Pour utiliser une expression facile, il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Alors, je vais commencer par le verre à moitié vide. L'IA aujourd'hui, ça offre des possibilités technologiques absolument inouïes, l'IA générative en particulier, que ce soit pour des photos, des vidéos évidemment, de l'audio et du texte, on l'oublie, mais c'est aussi le texte, et que aujourd'hui la désinformation est un problème et qu'avec l'IA générative, en tout cas ceux qui ont intérêt à désinformer, à pousser des narratifs particuliers, se trouvent dotés d'armes beaucoup plus puissantes qu'ils n'avaient avant. Pas tant en matière de technologique pure, c'est-à-dire la facilité de générer par exemple des images qui sont stupéfiantes, parce que la désinformation aujourd'hui elle se véhicule avec ce que certains très facilement et de façon très virale, avec ce que des chercheurs appellent des cheap fakes. En fait, une capture d'écran complètement pixelisée, ça promeut autant de désinformation et c'est tout aussi efficace qu'une photo générée par IA où on a du mal à distinguer le vrai du faux. Donc ça ne change pas fondamentalement, je pense, la situation qui est déjà pas géniale en termes de désinformation.
C'est pas non plus ce que certains prévisaient l'infocalypse, contraction de l'information apocalypse, puisque aujourd'hui on n'a pas forcément l'idée où il n'y a pas un faux, une vidéo ou une image qui soit jusqu'ici restée dans les mémoires parce qu'elle aurait véhiculé du faux. Il faut aussi voir qu'au-delà même du problème des fausses informations, il y a un problème, je dirais, de pollution de l'information. C'est-à-dire que récemment, par exemple, il y a une entreprise américaine qui s'appelle NewsGuard, qui est spécialisée dans la veille, tout ce qui concerne la fausse information, a publié une étude, je crois, en avril ou en mai. Ils ont assez facilement détecté plus de 1200 sites dans le monde entier de news, enfin, prétendus de news, qui s'appellent toujours Daily quelque chose, ou en France Actu quelque chose, qui sont 100% générés par IA. C'est de la mauvaise qualité, c'est pas forcément des fausses informations. Ça vient envahir le paysage informationnel. C'est des choses qui sont très bonnes en SEO parce que l'intelligence artificielle va chercher tous les sujets qui buzzent, tous les sujets polarisants, va créer des articles de toutes pièces, y compris en pillant, j'allais dire, les médias les plus légitimes. Et tout ça pour, au final, non pas forcément véhiculer la fausse information, mais pour récupérer de la publicité programmatique. Donc ça, au-delà des fausses informations, c'est vraiment de la pollution. Ensuite, et je vais vite, le verre à moitié plein, c'est quoi pour les journalistes? L'IA, c'est le moyen de gagner un temps infini pour des tâches particulières. Au niveau de l'AFP, vous y faisiez référence, nous on travaille en 6 langues. On a des clients dans le monde entier. On sait que ça va changer notre façon de travailler. Aujourd'hui, on a des journalistes qui ne font que de la traduction. Ça n'a plus de sens. Il faut s'aider de l'IA. C'est quand on doit traiter des gros volumes de données. C'est aussi très important. C'est aussi quand vous avez parfois des conférences de presse extrêmement techniques qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. L'IA va vous aider à gagner un temps énorme. Et qu'est-ce que ça va nous permettre, nous, médias journalistes? C'est de revenir à l'essence même du métier, puisqu'on reproche souvent, et pas forcément à tort, aux journalistes de ne plus sortir sur le terrain. On va pouvoir aller sur le terrain. Après, soyons clairs, l'IA, c'est pas une techno comme ça où on arrive, c'est très facile. À l'AFP, on multiplie les formations, on apprend à prompter, parce que c'est très important. Parce que l'IA peut être très efficace, mais si on prompte n'importe quoi, ça ne fonctionne pas bien. Et surtout, et ça c'est important, la légitimité d'un média comme l'AFP, c'est la rigueur factuelle. Donc l'IA a des imperfections, donc nous, on a forcément derrière un contrôle humain, et contrairement à d'autres médias qui font ce choix, nous, il y aura toujours un contrôle humain et on n'aura jamais un disclaimer comme vous avez sur ChatGPT ou d'autres robots conversationnels. Attention, on peut faire des erreurs. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si je m'essaie à une synthèse, globalement, des usages qui sont plus que vertueux à anticiper, qui permettent de se consacrer notamment sur des activités à plus-value d'un point de vue journalistique. Également des usages qu'on tourne plus sur la génération de faux, mais ce que vous venez un petit peu nuancer en disant en fait c'est aussi une manière de bombarder d'informations pour créer cette forme de chaos cognitif. Donc j'emprunte l'expression à un chercheur. Et ce qui rejoint un petit peu ce que Nathalie, vous avez pu constater, vous, dans l'industrie musicale, avec justement ce bombardement des plateformes de streaming, de musique totalement IA générée, justement pour capter des parts de marché. Alors effectivement, dans la musique, on peut parler de tsunami depuis quelques mois. Ça a commencé à accélérer en fin d'année dernière. Au printemps, en avril, la plateforme Deezer a annoncé que 18% des contenus sur sa plateforme étaient full générés par IA, à 100% générés par IA. Donc c'est une donnée publique. Nous, on a accès à certaines données et on regarde beaucoup effectivement cet écosystème de l'industrie musicale, composé par les labels, les majors, les distributeurs, les plateformes de streaming et les sociétés de gestion collective. Et on voit aujourd'hui une réelle augmentation avec environ 30% des contenus sur les plateformes qui sont 100% générés par IA. Il est estimé à peu près aujourd'hui à 1 titre sur 5 dans les playlists que vous écoutez qui sont 100% générés par IA. Ça veut dire aucune chaîne de droit et aucune rémunération pour les auteurs, également pour les artistes qui sont derrière. Face à ça, il y a une réaction de l'ensemble de la chaîne, notamment au niveau des sociétés de gestion collective,
et d'institutions comme la CISAC qui travaillent énormément sur ces sujets pour trouver des politiques et des règles qui vont permettre de réguler cette masse de contenu synthétique. Alors, au niveau d'IRCAM Amplify, on a une technologie qui permet de détecter cette musique générée par IA. On ne prend pas parti, on est un tiers de confiance, on est vraiment un acteur neutre technologiquement qui donne en fait le moyen à ces acteurs de l'industrie musicale de mesurer la quantité d'intelligence artificielle dans leur stock ou dans leur flux. Donc c'est une techno qui va donner un pourcentage de confiance sur le fait que cette musique est de l'IA. Par exemple, on met un titre, elle va dire à 95% c'est de l'IA et ça a été généré par Suno V1.4. Ça donne à ces acteurs-là de la data pour pouvoir ensuite eux-mêmes établir leurs propres règles et leurs propres critères d'acceptation ou pas de ces contenus-là et de transparence vis-à-vis des consommateurs. Je donne le micro ensuite, juste quelques data clés pour que vous ayez en tête et conscience de cette masse et de cette accélération sur la partie Gen IA musicale. Donc je disais 30% des titres qui sont sur les plateformes de streaming sont générés à 100% par IA. Ça correspond à peu près un titre sur 5 dans les playlists que vous écoutez. C'est un titre toutes les 10 secondes qui est créé, généré sur des plateformes comme Suno et Udio. Aujourd'hui, il y a une augmentation d'à peu près 20% des contenus reçus par les plateformes, si on compare d'un an sur l'autre, en quantité de contenus reçus. Et il a fort à parier que cette augmentation de contenu ingéré est directement liée à des contenus synthétiques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est connecté à de la fraude au stream. Donc voilà, c'était juste pour le teasing. On pourrait passer 4 heures juste sur ce sujet-là, mais Merci beaucoup. Juste des chiffres un peu, une envergure qui donne le vertige, très clairement, sur la portée du problème et sur tous les enjeux économiques qu'on a pu discuter, mais on va le voir également d'autres enjeux. Magda, je me tourne vers vous dans le secteur artistique en termes d'œuvres artistiques hors musique. Est-ce que le problème est le même, se pose en termes de masse par rapport au faux, ou est-ce qu'il se pose en des termes différents ? Alors c'est vrai que chez nous en art visuel et art plastique, le sujet est légèrement différent. D'abord, parce que qu'est-ce qui est faux ? Ce qui est faux, c'est l'intention en fait. Donc on est plus mal à l'aise. Il y a des artistes qui peuvent travailler avec l'IA, mais à dessein, comme un outil. Mais en musique, en réalité aussi, ceux qu'on samplait en premier, on a dit qu'ils mettaient bout à bout ce qui ne leur appartenait pas, si je caricature. Donc voilà, il y a plein de choses. La question, elle est vraiment dans cette intention. Et ensuite, nous, sur le marché de l'art, puisqu'on est plutôt là pour parler marché que création artistique, et bien ça aussi, on pourra en parler des heures. Sur le marché, l'authenticité, elle est essentielle. De l'intention dont on vient de parler, est-ce que je suis face à une œuvre qui a été générée par un artiste, on dirait, vrai, ou c'est juste un poster pour décorer ? Et ça a toujours existé. Des artistes à qui on a demandé de peindre à la chaîne des œuvres pour les vendre de façon décorative, et à côté de ça, ils ont leur pratique dite artistique. Malheureusement, ça existait déjà. Donc, on ne fait qu'amplifier des phénomènes, quand on est des amoureux de l'art, qu'on ne souhaite pas beaucoup. Et puis ensuite, sur le côté marché, la traçabilité, on a dans notre milieu une déperdition énorme de l'information. Nombre d'entre vous ont peut-être déjà acheté une œuvre d'art, un print, un objet artistique. Avez-vous la facture ? Avez-vous le certificat d'authenticité ? D'ailleurs, vous l'a-t-on donné ? C'est déjà une grande question. On vous a parlé d'un article de presse sur l'artiste, d'une exposition. Toutes ces informations, elles ont été perdues assez rapidement. Parce que déjà, à la base, elles sont mal consignées. On est un métier qui, de ce point de vue-là, est assez archaïque, qui est dans l'oralité. Alors ça a son charme parce qu'on vous raconte plein de superbes histoires et on veut soutenir des artistes, on ne veut pas qu'ils passent leur temps à consigner des choses attachées à leur œuvre. Mais quelque part, ça serait le métier des intermédiaires de faire ça. Nous, on ne fait pas les œuvres, on peut faire le reste. Et donc, on a cet enjeu extrêmement important. Et si le marché de l'art, en fait, c'est très important. C'est 60 milliards de dollars par an. Et il y en a plein, on ne sait pas très bien, on ne sait plus très bien ce que c'est, où c'est. Voilà, l'information part.
un chiffre, pareil, qui parfois fait réfléchir. En 2 générations, un artiste est oublié si on n'a pas consigné l'information. Donc, vous avez pu avoir un grand-parent qui était artiste. Et ben, si son information n'a pas été quelque part archivée, entretenue, finalement, ça disparaît dans les limbes de la création. Alors, est-ce que tout le monde a vocation à devenir un artiste majeur? Peut-être pas, mais il y a quelque chose qui est quand même... qui laisse à réfléchir. On voudrait que l'histoire de l'art puisse s'écrire aussi, s'enrichir de ces informations, et si possible, qu'elles ne soient pas fabriquées. Et là, on revient à la grande fabrique de l'information. Mais nous, on est plutôt dans la préservation de ces informations. Voilà. Très clair, mais merci beaucoup. Je n'avais pas du tout en tête ce chiffre, ce périmètre de dire en fait en 2 générations un artiste est oublié. Absolument pas, donc merci. En parlant d'authenticité, c'est votre métier, Pierre-Nicolas. Vous me disiez justement, je travaille sur les capacités d'authentification, mais pas sur le faux. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce rapport au faux dans votre métier et dans votre vie? Alors, donc, nous, chez Ariani, on a une technologie qui permet de donner une identité numérique à un objet durable. Donc, on appelle ça un passeport digital. On travaille beaucoup avec des marques de luxe, beaucoup d'horlogerie, mais aussi avec des gens dans l'électroménager. Donc, notre vrai sujet, c'est cette traçabilité. C'est qu'est-ce qui arrive à l'objet une fois qu'il est mis en marché, quand est-ce qu'il a été vendu, comment est-ce qu'on a numérisé les documents qui concernent sa mise en marché, comment est-ce qu'on a documenté des changements de main, des reventes ou des réparations. Donc tout ça, c'est le passeport. Donc un peu comme notre passeport qui va nous permettre de voyager. Alors la question, c'est est-ce que ça peut résoudre un problème par rapport au faux? Le premier problème du faux dans les objets, c'est que la plupart des gens qui en achètent sont parfaitement conscients qu'ils achètent du faux. Quand vous achetez un sac d'une grande marque par terre dans une rue je ne sais où, vous savez très bien que vous n'achetez pas du vrai. Donc on pourrait avoir n'importe quelle technologie, ça ne changerait pas grand-chose. Donc on a un problème sociétal là-dessus. Ensuite, quand on est face à un objet et qu'on se demande s'il est vrai, le fait d'avoir une identité numérique, c'est utile, mais ça n'est pas suffisant. Il va falloir qu'il y ait quelque chose sur l'objet qui permette de vérifier qu'on est bien face au bon objet. Alors ça peut être des connecteurs de données comme des QR codes, des puces NFC, ou alors on va avoir des choses qu'on va rajouter sur le produit qui sont visibles ou pas et qui pourraient être scannées ou vérifiées par un appareil ou un applicatif d'un personnel de la marque. Là où l'IA va devenir probablement intéressante, c'est qu'on va peut-être pouvoir bientôt comprendre mieux l'image en prenant une photo. Donc certaines applications qui seront nourries des banques de données des marques avec les objets vrais pourraient, face à un objet faux, se rendre compte en processant énormément de données très vite qu'il y a un défaut, quelque chose qui ne correspond pas. Donc ça va probablement être utile, mais probablement pas entre les mains de tout un chacun. Ça va rester des outils assez professionnels. Donc voilà, la question du vrai et du faux sur le physique, il nécessite plusieurs éléments. D'abord, il faut que le jour où l'objet est créé, il y ait quelque chose qui soit fait par le créateur, par la marque, par l'artiste, si c'est une peinture ou une œuvre, pour identifier ce produit à la fois avec... Donc la première chose, c'est qu'il faut que ça parte au démarrage. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose sur le produit, donc une technologie physique. Et ensuite, si on combine tout ça, en effet, avec une technologie numérique de type de celle qu'on utilise, qui permet d'encrypter l'information, de s'assurer qu'elle n'est pas modifiée en utilisant des blockchains, bah, tout ça ensemble, ça va permettre à une personne qui veut vraiment vérifier que quelque chose est vrai de pouvoir le faire. Mais voilà, il n'y a pas de magie. Et il y a rarement de solutions uniquement digitales dans le monde physique. Totalement. Merci beaucoup. Si j'essaye de résumer rapidement, ce que je comprends, c'est que vous mettez en avant le fait que de toute façon, il y a besoin de faire converger des informations afin de protéger ou en tout cas de valider une identité. Vous en avez déjà discuté un petit peu tous les quatre, mais j'aimerais qu'on revienne si en une phrase ou deux, on était en mesure de venir spécifier les particularités dans votre secteur d'activité de cette relation au faux, peut-être un des enjeux qui vous semble principal, pas le principal, je ne vous demandais pas choisir, mais un qui vous semble principal, et peut-être derrière de venir voir les convergences justement qu'il existe entre l'industrie musicale,
l'art plastique, l'information et justement cette question d'authentification des objets de manière beaucoup plus transverse. Nathalie ? Alors, je rebondis sur ce que Magda disait sur la notion de faux, de vrai. C'est très particulier, c'est très sensible comme question, puisque un artiste, un musicien, aujourd'hui, tout à fait libre d'utiliser un moteur d'IA, de prompter et de s'en servir comme nouvel outil pour repousser les limites de sa créativité. Et c'est déjà le cas, ce sera de plus en plus le cas, et on arrive dans des mondes où, on va dire, l'IA et l'humain vont être côte à côte. On parle de contenu hybride, c'est vraiment moche, mais globalement, tout ça va se mélanger de plus en plus. Et c'est pas un problème, et nous, on n'a pas de vocation à dire l'IA c'est bien, l'IA c'est pas bien. C'est une technologie formidable et c'est une opportunité pour, que ce soit pour la créativité ou la productivité, d'aller plus loin sur tout un tas de sujets. Une fois qu'on a dit ça, le sujet, il est sur où est la limite entre une personne qui va prompter sans aucun effort créatif, sans aucune intention artistique, un texte pour en faire une musique, pour aller la pousser sur une plateforme et faire de l'argent, versus quelqu'un qui arrive sur une des plateformes de GenIA musicale pour créer un contenu sur une partie de son morceau, par exemple, mais pas sur tout, etc. etc. Donc, l'enjeu principal, dans les mois qui viennent, en tout cas côté industrie musicale, ça va être de démêler un peu ces fils-là. Hein, et j'ai une pensée pour tous ceux qui travaillent très dur au niveau des lois et au niveau des politiques internes dans les sociétés de gestion collective, mais aussi au niveau des majors, des distributeurs, des DSP, qui sont en train de s'équiper en fait d'outils comme le nôtre pour, encore une fois, être plus intelligents et avoir plus de fiabilité. C'est toujours les deux enjeux. Plus d'intelligence, plus de fiabilité. Plus d'intelligence sur mon contenu. Qu'est-ce qui est de l'IA dedans? Par quoi ça a été généré? Est-ce que le violon, il a été généré par une plateforme de GenIA, mais pas la voix? L'inverse. Et à partir de là, à quel moment on peut dire que c'est une création humaine qui peut être déposée et donc rémunérée? À partir de là, ils auront, parce que je me mets un peu à côté de ces acteurs de l'industrie musicale, les moyens et la data pour construire les nouveaux modèles économiques de l'industrie musicale. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a deux flux en parallèle. Le flux traditionnel des dépôts et de la création humaine rémunérée par les modèles qu'on connaît, qui existent depuis quelques décennies, et cette vague de nouveaux contenus qui en fait est massive et est vraiment une autoroute à côté, quoi, et qui est en train de passer comme un TGV lancé à pleine vitesse. Donc cette vision globale d'un modèle économique unifié est complexe, mais c'est ça tout l'enjeu de l'industrie musicale aujourd'hui, pour protéger l'humain, l'artiste. Côté Earcam Amplify, on se posera toujours du côté de la création, même si la création inclut de l'intelligence artificielle. Donc un enjeu, définitivement, j'ai du mal à me placer. Je suis navrée, un enjeu de stabilisation d'un modèle économique futur qui protège la création humaine et sécurise ce qui doit rester de l'âme humaine. Et donc avec chérit son temps. Des petits élans philosophiques de définition de finalement quelles sont les conditions nécessaires à la création artistique malgré les outils qu'on utilise. Magda, je me permets de vous faire dans l'œuvre au niveau de l'art plastique. Est-ce que les enjeux sont les mêmes principaux? Alors, nous, on a des enjeux qui sont liés à un petit retard au démarrage sur la perception de droit. Je dois l'avouer, on est encore malheureusement un peu anciens, on va dire, artisanaux sur ce sujet. Mais d'abord parce que les gens ne le savent pas. Il existe un droit de suite depuis 1921 en France, Cocorico. On a réussi à convaincre 90 pays dans le monde de le faire. C'est pas vraiment des royalties. Parfois, par abus de langage, on l'appelle royalties, mais allez, pour comprendre, 3 à 4% que l'artiste percevrait en cas de revente de son œuvre. Comme un musicien, il y a le droit. Je suis sûre que si un jour vous avez revendu une œuvre, vous n'y avez même pas pensé. Vous êtes dit, oh là là, est-ce que je dois quelque chose aux impôts? Il y a peut-être un impôt parce que j'ai fait une plus-value éventuellement. Mais très peu de gens, finalement, s'en occupent. Donc ces outils d'authentification, comme pour vous, pour nous, c'est d'abord de ne pas tromper les gens quand l'information a été un peu perdue en route.
mais aussi pour qu'à un moment, il y ait une correcte rémunération de celui qui était en début de chaîne. D'autant plus que chez nous, souvent, quand il commence, il vaut moins cher et que c'est après que ça peut être intéressant. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas aussi un revenu lié à ça. Alors ça ne s'applique pas à tous les pays, je vous laisse imaginer où se placent les États-Unis. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, en France, en Europe, on est assez vertueux. Et souvent, je m'échine à dire, on est en 2025. Ça ne devrait pas être compliqué. Si on avait des passeports numériques tous, comme ce qu'on essaye de faire ensemble, toutes les œuvres étaient bien tracées, l'artiste recevrait finalement ses royalties son droit de suite assez automatiquement. Et je pense que nous, on a un enjeu de responsabilité aujourd'hui, les acteurs du marché de l'art. Donc des enjeux de définition tout simplement de business et d'écosystème économique, de définition de la création, de responsabilisation aussi d'un point de vue du marché de l'art. Et puis Nicolas, allez-y, je prends la suite parce que ce que décrit Magda, c'est ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire un monde dans lequel il y a des revenus qui sont générés du fait de la circulation des objets et non pas uniquement de leur production. Et donc, c'est vrai que l'IA, c'est quelque chose de formidable, mais qui va pas nous amener proche de nos ambitions en termes de maîtrise de la hausse des températures, etc. Donc, c'est énormément d'énergie, de serveurs, d'utilisation de l'eau. Dans le même temps, il faut qu'on se demande, quand on parle des objets, de la confiance qu'on peut avoir pour les remettre sur le marché et qui durent plus longtemps. Si on veut avoir un impact positif, produire toujours plus risque de devenir une limitation. Si on ne veut pas produire plus et continuer d'avoir une économie qui croît, on doit mettre en place ce qu'on appelle de la circularité, c'est-à-dire une économie autour de la circulation des biens et des biens durables. Et pour ça, il faut de la confiance. Il faut s'assurer, quand je suis face à quelque chose, que je peux avoir confiance dans ce qui m'est dit. Cette confiance, elle vient d'où? Elle vient de la documentation qu'on va me donner, de l'assurance que c'est bien le bon producteur qui l'a produit, mais aussi que peut-être les pièces à l'intérieur ont été changées contre des pièces d'origine ou des pièces validées par le constructeur, etc. etc. Donc toute cette question du vrai, du faux va permettre d'amener de la confiance. Et cette confiance, elle peut avoir un impact majeur sur nos ambitions climatiques, puisqu'elle pourrait permettre demain à des gens qui aujourd'hui ont 100% de leur croissance qui est fondée sur le fait de produire plus d'objets, de découpler demain cette croissance de la production d'objets neufs pour avoir une croissance qui tient aussi sur une économie circulaire et de services. Donc cette confiance et cette capacité à voir si les choses sont vraies ou fausses, elle a aussi un impact sur la transformation de nos économies. Donc un enjeu de confiance et de transparence finalement également sur l'objet qui est échangé. Enjeu de confiance également, le principal enjeu d'un point de vue informationnel ou... Alors, oui, c'est un des principaux enjeux, mais je vais même aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, la révolution technologique engendrée par l'IA générative, c'est une question de survie, en fait, pour les médias. Je ne veux pas noircir le tableau, mais les médias, la presse est en crise depuis 25 ans. En 25 ans, elle n'a toujours pas digéré la révolution du numérique, elle n'a toujours pas digéré Internet. Et là, arrive le tsunami de l'IA. Ça fait des années que chacun d'entre nous ici est un média. C'est un média parce qu'on est sur les réseaux sociaux, parce que certains ont des chaînes YouTube. Et aujourd'hui, la puissance de l'IA et l'IA générative va permettre de démultiplier aussi ça. Donc pour les médias, c'est comment on va, j'y faisais référence dans ma précédente intervention, comment on va adapter la production de contenu par rapport à ça. Mais les médias ont mis le temps de se mettre au numérique parce que longtemps ils l'ont regardé avec mépris en disant nous on sait faire et voilà. Enfin, moi j'ai connu l'époque où les médias, les services web, pardonnez-moi l'expression, mais c'est là où on mettait tous les gens dont on ne savait pas quoi faire. Alors je dis pas que pour l'IA c'est la même chose, mais il va falloir prendre cette révolution et ce qui a mis 25 ans, c'est-à-dire 2000-2025 pour digérer le numérique, là ce qui va arriver avec l'IA c'est sur 2-3 ans et qu'on voit nous la puissance des outils et leur évolution rapide. Alors les médias pour survivre, alors c'est un peu bateau, mais encore une fois ça fait écho à ce que je disais, ça veut dire qu'il faut qu'on change notre façon de faire, mais aussi qu'on renforce nos fondamentaux, parce que dans l'océan de pollution, de faux qui va arriver, et pour répondre aussi à la crise qu'il y a des médias, il va falloir qu'on soit de plus en plus
transparents sur notre façon de faire, qu'on fasse de plus en plus la différence. Donc c'est du terrain, c'est de la transparence, comment on travaille, pourquoi, etc. Parce qu'aujourd'hui, les médias sont vus comme une chose opaque, un peu comme on a forcé, je ne sais pas, les industries alimentaires à donner la composition des produits et que maintenant les gens savent lire les étiquettes. Je crois que pour les médias, ça fait aussi partie des pistes. Et si on veut avoir, parce que je ne veux pas être trop pessimiste, je pense qu'il y a encore une fois, il y a moyen d'améliorer notre façon de faire si on embrasse l'IA non pas en défiance, mais en se disant ça va nous débarrasser de tâches rébarbatives et dans lesquelles on ne va pas s'accomplir professionnellement, pour retourner à l'essence même de ce métier, qui est d'être sur le terrain, de voir des gens. Enfin voilà, tout ça c'est un peu cliché, mais en tout cas à l'AFP c'est ce qu'on pousse et ce en quoi on croit fermement. Et pour terminer un exemple, c'est qu'aujourd'hui, quand un journaliste de l'AFP reçoit un communiqué de presse, une IA le fera mieux et plus vite et sans faute d'orthographe. Voilà, parce que le journaliste, c'est un humain, il fatigue et des fois il fait des fautes d'orthographe. En revanche, quand il s'agit d'être à Gaza, où l'AFP a des journalistes, qu'il s'agit d'être en Ukraine, vous pouvez avoir toutes les IA que vous voulez, vous ne saurez pas ce qui se passe. Et puis ce sont des endroits aussi qui sont... il y a beaucoup de propagande, voilà, il faut travailler, il faut faire un travail d'enquête. Donc je pense que c'est là-dessus que les médias tireront leur épingle du jeu. Merci à tous les quatre. Alors, assez naïvement, je m'étais dit, en fait, il y a deux verbes d'agir face à ce faux qui est de détecter et de protéger dans une vision très manichéenne du faux. Donc merci, je rappelle que je suis chargée de prospective et que je ne travaille pas du coup dans l'industrie des créations, ce qui peut amener peut-être à ce blanc-noir qui était naïf et qui a totalement en fait à repenser, vu la diversité des enjeux que vous avez pu mentionner, de confiance, de réalité aussi, de terrain, de business, de juste définition de la création. Moi, ma question, face un petit peu à tout ça, alors déjà, quand j'avais une vision manichéenne, il faut détecter et protéger, j'étais oh là là, comment est-ce qu'on va agir, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Face à des telles convergences d'enjeux et de problématiques, je me poserais véritablement la question de dire, mais quelles sont nos capacités d'action, qu'elles soient individuelles, collectives ou industrielles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc je sais que même parmi vous, parmi l'assistance, il y a plusieurs personnes qui développent déjà des projets, des solutions, qui utilisent l'IA ou la blockchain pour essayer d'apporter des réponses pertinentes face à l'ensemble de ces enjeux. Est-ce que vous accepteriez de nous présenter un petit peu, vous, les pratiques que vous développez, les solutions que vous développez ou ce que vous mettez en place, et également toute solution a nécessairement ses limites, et du coup de voir ensemble justement quelles sont les limites auxquelles nous faisons face aujourd'hui, qu'elles soient d'ordre technologique ou d'un autre ordre. Oui, juste avant de parler technologie, je crois qu'on est face à un problème sociétal en fait qui concerne chaque citoyen. La désinformation, c'est un risque pour la démocratie, on l'a vu ailleurs, mais ça peut l'être jusqu'ici. C'est un risque pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Quand on a des collaborateurs qui ne savent pas trier le faux du vrai, comment est-ce qu'ils peuvent gérer leurs relations avec l'extérieur, avec les clients? Comment est-ce qu'ils peuvent... Ils sont probablement plus de meilleures cibles pour des attaques qu'on reçoit à longueur de journée, de phishing, etc. Donc, on a tous un rôle, en fait. Avant la technologie, on a un rôle de se former, on a un rôle autour de nous, avec nos enfants, notre famille et nos collaborateurs. Et il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Hein. Il y a des associations comme Lumière pour l'info. Il y a plein de gens qui s'engagent au quotidien. Donc je dirais avant la technologie, parce qu'en fait, le faux, on peut être content avec le faux. Hein. Sur France Inter, on entendait ce matin que la principale télé russe a lancé un show satirique politique exclusivement fait à partir d'IA. Et donc c'est diffusé par un État, tout le monde est OK avec ça. Donc on voit bien que, en fait, la détection, la protection, ça ne sera à rien si les gens ne sont pas éduqués et n'ont pas envie d'aller plus loin. Une fois qu'on a dit ça, utiliser la technologie pour faciliter ce travail-là, c'est sûrement possible, pour venir vérifier des sources, indiquer dans une blockchain que tel ou tel élément et correspond bien à ce qui a été créé et par qui ça a été créé. Tout ça, c'est très bien, mais si on n'a pas envie de détecter le faux du vrai, la technologie, elle est complètement inutile de mon point de vue. Moi, je vais poser une question, comme ça va réveiller tout le monde. Qui aurait envie que sur sa plateforme de streaming préférée, on lui indique si c'est de l'IA ou pas? Je suis pas sûre qu'il y ait la moitié. Hein. Il y a une petite moitié, je pense.
En fait, comment? Les autres dorment. Non, mais ça montre bien que... alors, je parle pas, évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux que l'information et que les médias. Sur la partie contenu musical, contenu créatif de ce type-là, c'est une vraie question. On a fait une référence on a le droit de dire une marque, on a dire le Yuka. Alors moi, on m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas le Yuka de la musique? En fait, c'est très sensible comme question parce que si la personne qui écoute cette musique, ça lui convient et elle lui plaît, pourquoi elle n'aurait pas le droit de le faire? Alors la question qui se pose, c'est oui, mais faut-il qu'elle soit au courant, notamment les citoyens les plus fragiles, que ça a été synthétisé par une IA? Mon avis personnel, c'est que je trouve que oui, ça serait bien, comme sur les abribus, quand on voit des femmes magnifiques pour vendre du shampoing et des voitures, on voit que c'est photoshopé, ça fait du bien à la société, c'est tant mieux. Pourquoi ce ne serait pas pareil sur les plateformes de streaming? Mais c'est à elle de décider, hein, c'est le marché qui va décider. La deuxième question, c'est comment jouer, composer, parce que j'ai pas envie d'utiliser le mot lutter, contre eux, avec ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire vous posez la question de la détection de la générative IA. Qu'est-ce qui a poussé immédiatement après, comme des petits champignons? Des solutions qui permettaient de sortir un titre de ces plateformes et d'aller l'humaniser avant de le mettre sur la plateforme. Donc aujourd'hui, il y a des trucs qui existent. Vous faites un Suno, vous le passez dans cette truc-là, vous mettez une petite reverb ou un petit truc par-dessus, hop, vous balancez ça sur la plateforme, et donc les détecteurs de musique générée par IA classique ne le détecteront plus. Bon, nous, on va savoir le faire, mais c'est parce qu'on est très fort. Mais il faut lutter contre... Enfin, il faut choisir ses combats, il faut choisir les bons combats. Il faut que ça réponde à la fois aux enjeux sociétaux de la protection du droit d'auteur et des artistes. En même temps, le consommateur, il consomme, il paye et il consomme. Et qu'est-ce que les plateformes de streaming vont bien en avoir à dire si ça consomme et que ça continue de fonctionner? Et en plus de ça, vous allez avoir de toute façon devant nous tout un tas de réactions et de phénomènes dans la création musicale qui vont venir modifier, amplifier, malaxer ce phénomène de musique générée par IA. Donc à la fin, tout ça sera mélangé. S'il n'y a pas de règles claires à chaque étape de la chaîne de ce qu'on a le droit de délivrer, ce qu'on a le droit de recevoir, hein, parce qu'à chaque étape, en fait, chacun va mettre ses règles. Moi, un contenu qui est 100% généré par humain, je le paye 100. S'il est 100% généré par IA, je le paye une fraction. Voilà. Tant qu'il n'y a pas ce type de règles, c'est vrai que ça va être compliqué d'avoir des modèles qui répondent à l'ensemble des enjeux et des valeurs qu'on cherche à défendre, notamment au niveau européen. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà des contraintes tout simplement même culturelles, de rapport au faux. Est-ce qu'on a envie de consommer du faux? Est-ce qu'on est content? Est-ce que ça a un intérêt pour nous ou non? Est-ce que c'est vraiment du faux? Enfin, je reviens encore une fois sur cette question-là. C'est ça. Et c'est du contenu synthétique, potentiellement 100% généré par IA, avec un simple prompt. Donc, dans tous les cas, il y a des actes de consommation qui sont culturels, qui sont socio-culturels, socio-économiques. Enfin, je suppose qu'il y a plein de facteurs qui viennent à différencier. Il y a cette problématique de définir en fait des règles. A priori, ce que j'entends, c'est que des deux côtés, vous dites que le problème n'est pas technologique. Donc, j'entends aussi que la technologie, dans un certain sens, est mûre et peut arriver derrière. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le premier sujet. Vous avez totalement raison. Magda, sur ce sujet-là? Sur les arts plastiques, on a, et c'est là où je rejoins Pierre-Nicolas, on a toute une question de transparence, et donc qui est aussi d'éducation, au sens juste de dire aux gens, n'oubliez pas qu'il vous faudrait ces éléments-là pour savoir de quoi vous pouvez juger. Vous achetez une reproduction d'une œuvre, et pour certaines c'est autorisé, pour des œuvres anciennes, sachez que c'est une reproduction, donc vous n'aurez pas, si c'est une copie, la copie est autorisée. On n'a pas le droit de signer à la place de l'artiste, il faut signer avec son petit nom. Nathalie a le droit de faire une œuvre ancienne, mais elle doit signer Nathalie, elle ne peut pas signer Léonard. Donc, avoir les bonnes informations au bon endroit, savoir qu'elles existent. Nous, dans le marché de l'art, on en est quand même à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de standard. J'écoute avec admiration ce qui se passe dans la musique, où on est là, quelles règles on va définir. Nous, elles sont assez simples, en fait. Donc, il y a éventuellement une facture, éventuellement un certificat d'authenticité.
qui prennent des formes différentes. Et aujourd'hui, à l'époque où on est dans une décentralisation, où on peut avoir quand même aussi des facteurs vérifiants différents, on pourrait très bien imaginer même qu'en cas de revente, parce que quand on est en premier marché, c'est plus facile de demander à l'artiste le certificat. Encore faut-il qu'il veuille bien le faire. Voilà, ça, c'est encore un autre débat. Mais en second marché, ça devient plus compliqué. Donc comment on apprend aux gens finalement à aller chercher la bonne information à celui qui l'a vendu en premier? Si l'artiste est encore vivant, on peut très bien pinguer l'artiste aujourd'hui, voilà, pour qu'ils disent oui, c'est bien moi qui l'ai faite. Il touche son droit de suite, donc il y est motivé. Et de la même façon, des ayants droit. Donc il y a plein de façons pour essayer d'avoir un faisceau de preuves concordants, on va dire, mais de savoir juste que cette information existe. Après, chacun prend sa décision. Si je veux acheter un poster d'un Renoir, mais grand bien me fasse, c'est pas un problème. J'y vais pour l'esthétique, j'y vais pas pour l'œuvre elle-même. Donc on rejoint les enjeux de transparence et de confiance que vous avez mentionnés plus tôt. Merci beaucoup. Dans l'information, les enjeux et les contraintes sont peut-être un peu plus manichéennes, comme j'avais pu l'envisager précédemment. Oui. Oui. Non. On change de paradigme, c'est-à-dire que longtemps on a pensé qu'il fallait taguer le faux, marquer le faux pour dire le reste est vrai, grosso modo. Il faut continuer à le faire parce que hélas il y a beaucoup de fausses informations, mais aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens tant le faux ou j'allais dire l'artificiellement généré, puisque au fond quelque chose qui est généré par une intelligence artificielle n'est pas forcément faux en elle-même. Mais il faut pouvoir distinguer les choses. Aujourd'hui, quand vous allez sur une plateforme type Instagram ou YouTube, vous pouvez générer une vidéo avec une IA, mais c'est déclaratif, vous n'êtes pas obligé de le dire. Donc, une des solutions de l'industrie des médias, c'est de développer un standard, et notamment sur les images. Et nous, à l'AFP, on est très impliqués sur quelque chose qu'on n'a pas du tout inventé, mais on va dire on fait partie des organisations qui promeuvent beaucoup ça, qui permettent de tracer, alors aujourd'hui c'est sur les photos, mais à terme c'est aussi sur tout ce qui est filmé, de tracer l'authenticité et la provenance. C'est-à-dire que c'est une métadonnée qu'on va mettre dans une photo, qui ne va pas nous dire la photo est vraie ou pas, mais elle va nous dire la photo vient de ChatGPT ou de Midjourney, enfin quelque chose qui génère des images, ou d'un appareil photo professionnel, ou d'un iPhone, ou d'un Galaxy, ou quoi que ce soit. Donc ça ne nous dit pas le faux ou le vrai, ça nous dit d'où vient l'image. Ça nous dit aussi si l'image, ces métadonnées nous disent aussi si l'image a été modifiée sur un logiciel type Photoshop, etc. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de travailler sur la provenance. Alors la difficulté, c'est quoi? C'est que il faut mettre tous les acteurs d'accord. Cette norme, elle s'appelle le C2PA. Elle commence à être adoptée aujourd'hui. Si vous achetez des appareils professionnels type Nikon, Canon, désolé de citer toutes ces marques, mais aussi les derniers Galaxy, etc., les derniers Samsung, c'est intégré. Donc ça commence à être adopté par l'industrie. Tous les constructeurs ne l'ont pas. Et après, encore une fois, c'est une technologie naissante. Ça permettra avec, je ne sais pas, un plugin sur un navigateur, faire un petit clic droit sur l'ordinateur et on vous dira, ça a été généré par une intelligence artificielle, ça a été pris par un appareil photo, mais ça a été modifié par un logiciel. Nous, ce qu'on souhaiterait médias, à l'AFP, mais d'autres médias, c'est que ça aille encore plus loin, et techniquement, c'est possible, même s'il faut des métadonnées qui soient extrêmement robustes, qui peuvent ne pas être falsifiées ou enlevées facilement, c'est de dire, non seulement ça a été pris par tel appareil photo, mais la personne qui a pris la photo est un journaliste professionnel. Et donc ça serait extrêmement intéressant, mais ça nécessite que cette métadonnée soit embarquée et lisible par les producteurs de hardware, comme on dit, par les softwares et, in fine, par les grands acteurs du numérique, style Google, voilà, sur le moteur de recherche. Aujourd'hui, il y a une grosse résistance des plateformes et des très gros acteurs du numérique par rapport à ça, pour des raisons pécuniaires, on va dire. Mais pour nous, ça serait extrêmement intéressant en médias, parce que ça permettrait de dire, cette photo, libre à vous d'y croire, mais en tout cas,
elle a été générée par un média, par un journaliste professionnel, puisque jusque-là, et j'en terminerai là-dessus, tout ce qui est le journalisme, c'est pas... c'est une discipline particulière. Ça peut être, vous pouvez faire de l'excellent journaliste et être très conservateur ou l'extrême gauche, etc. Donc toute tentative de labellisation du journalisme est vouée à échouer en fait. On ne peut pas décerner des prix de bon et de mauvais journalisme. Donc en tout cas, avoir une solution technique comme celle-ci est intéressante au moins pour que le consommateur final, l'internaute, ait une idée de la provenance. Bien sûr. Et juste deux réactions. D'abord sur les métadonnées. Donc la technologie, ça peut permettre de protéger les métadonnées. Quand on crée une data à propos d'une image, la façon dont on va la stocker, dont on va la chiffrer et dont on va pouvoir vérifier qui l'a émise, ça c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Dans notre technologie, on utilise des technologies de blockchain pour répondre à ces enjeux-là. Qui a émis? Comment est-ce que je crypte, je chiffre pour éviter finalement que n'importe qui puisse y avoir accès s'il n'a pas le droit, et comment je m'assure que personne n'a changé le contenu. Donc là, on peut avoir en effet de la technologie. Après, on a beaucoup parlé de standards et puis de grandes boîtes américaines qui freinent, et ça ne va pas s'arrêter. Et sur l'IA, comme avec le reste, la volonté d'hégémonie de la big tech et que ce soit les seuls à imposer des standards va toujours nous mettre, nous, en situation d'avoir du mal à développer et à imposer des standards. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que pour s'en sortir, il vaut mieux repartir sur l'idée justement d'éduquer et de réguler et d'être mieux disant sur les règles du jeu et le regard qu'on a les uns et les autres sur les choses, parce qu'a priori, les géants de la tech ne sont pas là pour faciliter la vie des Européens sur ces sujets-là. Je me permets juste de compléter. Ce qui est intéressant dans ce standard, c'est quand il est présenté à Big Tech dit ouais, bon, pourquoi pas. Et pourquoi là ça les intéresse plus, c'est qu'il y a un lobby beaucoup plus puissant que les médias qui est très intéressé par ça, c'est les assurances pour les fraudes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire mon pare-choc, j'ai pris, il faut me le rembourser. On peut imaginer la facilité de générer. Vous prenez votre pare-choc en photo, vous dites à une IA de lui causer des dommages artificiels. Donc on voit que ça bouge sur ce standard que d'autres industries nettement plus puissantes financièrement se joignent à nous. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Énormément de sujets encore qu'on aurait aimé discuter ensemble. Ce qu'on retient, c'est que la situation est bien plus grise qu'elle n'y paraît, que les solutions sont autant technologiques que d'autres ordres législatifs, d'éducation, de sensibilisation, de définition artistique. Avec l'ensemble des intervenantes et intervenants, on voulait s'assurer qu'il y ait quand même un temps assez long de questions et d'échanges avec vous. Donc si vous avez des questions, je vous en prie, on est prêt à en discuter. Et pour l'instant, je vais passer mon micro à moi. Petite question pour l'AFP. Vous en êtes où exactement du coup de l'adoption du standard C2PA et quelles sont exactement les mesures techniques que vous prenez pour le diffuser et pour faire en sorte que les lecteurs finalement puissent accéder à cette information? Alors, sans rentrer dans toutes les considérations techniques que je ne maîtrise pas naturellement, on en est encore, on va dire, une preuve de concept très avancée. Parce que déjà, avant de l'adopter, il faut que les appareils, les boîtiers qui équipent nos photojournalistes professionnels aient ce standard embarqué à l'intérieur des appareils, des boîtiers professionnels. Donc, on commence. Et je vous disais que le problème, c'est que les plateformes ne souhaitent pas aujourd'hui afficher, elles veulent bien afficher des choses, on va dire des métadonnées techniques, mais absolument pas des métadonnées de provenance du média. Donc, pardon Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Alors, je sais pas pour le... Et donc, nous aussi, on essaye de développer des outils qui, à défaut, la provenance du média, à défaut d'être lisible sur un gros moteur de recherche, pourrait l'être sur un plugin, par exemple. Donc on travaille là-dessus. Mais clairement, ça demande encore une fois à l'ensemble de la chaîne
de production du hardware au software jusqu'à l'affichage des images, il faut que chacun s'y mette. Voilà. Et ça va forcément prendre du temps. Et c'est pas pour demain, clairement. Merci beaucoup. Un d'entre vous veut réagir? Est-ce qu'il y a une autre question? On a un micro derrière. C'est question pour Corian, pour le CEO cofondateur de Corian. Quel conseil vous donnerez-vous pour faire face à les contenus qui sont fausses aux entreprises professionnelles pour qu'ils en sorte qu'ils ont le maximum de possibilités pour éviter de se faire duper par ces informations? Là, on a vu pas mal de possibilités. Je reviens sur la première qui est l'éducation. Hein. Dans la plupart des certifications de sécurité, SOC 2, Type 2, et puis les ISO qui sont liés à la sécurité, on a des formations assez exigeantes en fait pour permettre à tous les salariés de savoir reconnaître le faux du vrai. Je pense qu'il faut aller évidemment plus loin que ça. Et c'est sûr que quand on aura à notre disposition des métadonnées attachées au contenu qui permettront de vérifier leur origine, ça sera idéal parce que c'est vrai sur une image, mais ça peut être n'importe quoi, un email, un document, un PDF. Donc voilà, la question d'accompagner d'une métadonnée un contenu et de s'assurer que cette métadonnée finalement certifie la façon dont le contenu a été traité et qu'elle n'a pas été modifiée me semble être une bonne solution. En attendant, beaucoup d'éducation, de prise de conscience individuelle, de la formation, et puis dans la culture de l'entreprise, mettre ce sujet de la vérité et de l'authenticité au cœur des choses, ce qui peut poser des questions plus larges et plus problématiques à certains dirigeants. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons une autre question venant de la salle? Non? Alors moi, j'ai une question pour vous, Magda. Justement, vous avez parlé d'évangéliser un secteur qui reste très traditionnel. Comment, justement, on amène des acteurs qui peuvent être réfractaires ou qui connaissent peu ces solutions à s'engager dans ce nouveau champ pour eux? Je ne pense pas que ça soit tant que les acteurs du marché de l'art soient réfractaires. Il y a toujours des gens qui sont réfractaires pour de mauvaises raisons, mais ça, c'est partout dans la population mondiale. On est quand même face à une population de personnes passionnées. On choisit de travailler dans le marché de l'art d'abord parce qu'on aime l'art. Donc c'est plutôt par méconnaissance ou par cette opposition qui longtemps a pu subsister, que d'un côté il y avait la grande création et la folle technologie, comme si c'était irréconciliable. Pas du tout. L'un peut être au service de l'autre, l'un peut être avec l'autre. On pourrait revenir sur la création artistique avec l'IA. Mais donc, il n'y a pas de raison. On a un rattrapage à faire. Et c'est un travail qu'on va faire au quotidien avec, à mon niveau, avec les confrères, avec les artistes. Mais on voit dès à présent les artistes qui arrivent beaucoup plus jeunes. Eux, ils sont très sensibles à ça. Ils disent, moi, votre bout de papier authentifiant, j'y crois pas trop. Mais quelle est la solution aujourd'hui ? Alors, il y en a qui vont faire des hologrammes, il y en a qui vont faire... Alors, ça devient des œuvres d'art en soi, c'est génial, mais quelque part, il faut qu'on arrive, si ce n'est à un standard, parce qu'on ne va pas s'illusionner, je suis d'accord avec toi, Nicolas, il y a plein d'acteurs et d'enjeux qui font que ça ne sera probablement pas cette voie-là. En tout cas, de savoir que ça existe, et qu'il faut le demander, et qu'on peut le vérifier, et qu'au bout du fil, il y a quelqu'un. Un artiste vivant, ses ayants droit, ou des gens qui, à un moment, l'ont vendu. Tout ne disparaît pas dans les limbes de l'histoire quand même. Je voudrais réagir là-dessus, parce que nous, chez Ariani, on a longtemps cru que la seule solution, c'était que ça parte de l'émetteur. Et on découvre aujourd'hui, on travaille avec des gens comme Darty, qui vendent de l'électroménager, et qui se mettent à mettre des passeports après avoir reconditionné pour donner une information à partir du moment où eux démarrent. On travaille avec Magda, qui émet des passeports sur des œuvres dont elle n'est pas à l'origine. Et donc finalement, peut-être que pour que ça bouge, pour que ceux qui créent bougent, il faut qu'il y ait des intermédiaires au milieu des chaînes de valeur
qui s'engagent et qui disent, voilà, moi je vous dis ce que je sais à un moment ou à un autre. C'est pas une preuve irréfutable, mais je démarre le fil de l'information. Sur la partie musicale, une petite anecdote ça me fait penser à ça. Il y a même des artistes qui jouent avec le phénomène. On a eu un cas avant l'été d'un groupe qui a fait un buzz assez instantané sur Spotify avec, je sais plus, c'était 500 000 ou 600 000 écoutes mensuelles très rapidement. Donc c'est monté à la surface et dans les jours qui ont suivi, certains journalistes ont utilisé notre technologie qui est en test sur le site pour faire passer ces morceaux-là et donc détecter que c'était effectivement de l'IA. Sans qu'on ait à se prononcer nous, puisque c'était juste sur la page de test. Mais ce qui s'est passé, c'est que le groupe lui-même a démenti dans les 24 heures le fait que c'était de l'IA. Donc ça a buzzé, ça a fait plein de papiers. Moi, j'ai reçu des interviews de médias américains, je comprenais rien. Non, je ne veux pas parler. Ça ne me concerne pas. 48 heures après, le porte-parole du groupe a écrit un long papier en expliquant que c'était volontaire, qu'effectivement c'était 100% de l'IA, et que ça avait été fait aussi pour alerter et pour montrer que, en fait, 100% IA, ça pouvait faire 600 000 écoutes mensuelles assez instantanément sur Spotify si c'était bien amené. Donc, nous, on a observé ça de l'extérieur en disant « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est intéressant de voir que certains artistes l'utilisent aussi pour faire prendre conscience. Certains artistes sont aussi, je cite pas pour pas pointer du doigt, sont aussi rattrapés par leurs fans. Ils publient un nouveau titre et il y a eu un artiste français récent au mois d'août et la communauté de fans lui répond « Mais enfin, ce titre-là, ça ne te correspond pas du tout, c'est de l'IA, c'est pas possible. » Donc en fait, ça arrive comme ça de tous les côtés. Les artistes sont soit conscients, soit pas conscients, jouent avec et justement poussent aussi les lignes. Et c'est juste pour le mot de la fin on est un peu au début. Hein. Le champ est infini devant nous, on est au début. Et donc de la transparence, de la communication entre les différents acteurs de chaque filière. Et entre les filières, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ce genre de table ronde où il y a des ponts en fait, qui sont super intéressants entre les différents médias. C'est ce qui va aider à créer un cadre cohérent et optimiste et humain. Merci, parce qu'en effet, on est qu'au début et je pense qu'on va encore se laisser surprendre par les futurs usages de l'IA. Quand je les travaille en prospective, le champ d'application reste encore absolument vert et monstrueux. Nous avons encore le temps pour une dernière question, si quelqu'un veut intervenir auprès de nos intervenants. Non ? Voilà, nous aussi on a très chaud. Écoutez, merci à vous quatre, merci à vous tous et on espère que ça vous a plu. Merci.